Le 50e jour d'audience dans le procès Interel contre Dr Rainer Fulmich. La principale défense, Katja Wörmer, a prononcé son plaidoyer final. Elle avait encore du temps de parole jusqu'à midi. Elle a réagi à la dernière accusation de prolixité comme suit. Vous, Monsieur le Président, auriez peut-être aimé assister à un véritable plaidoyer. Moi, en revanche, j'aurais aimé un véritable procès pénal. Dans son plaidoyer, elle a exposé le déroulement historique de la procédure et a souligné divers vices de procédure ainsi que d'autres flux d'informations étranges. En ce qui concerne l'accusation de déloyauté, elle a présenté de manière surprenante une conversation par chat, montrant que le plaignant, le docteur Justus Hoffmann, savait que les dons n'appartenaient pas à la GOGE, bien que la plainte pénale indique que le détournement présumé aurait été commis au détriment de la Vorschalt GOGE. Après le principe in dubio pro reo, le client doit être immédiatement libéré. L'avocat, Simon, a saisi cette circonstance et a démontré dans son plaidoyer complémentaire que la plainte en adhésion semble ainsi abusive. Il poursuit également le docteur Fulmich aujourd'hui avec sa dernière déclaration. Il a commencé par les mots. Je vais apporter une preuve à la fin de mon discours qui montrera qu'il s'agit ici d'un jeu truqué pour me retirer de la circulation à cause de mon travail de sensibilisation. Et bien sûr, je peux utiliser un prêt privé à des fins privées. Si le prêt a été accordé, sous la condition que je le rembourse, alors c'est la fin de l'histoire. Il montre minutieusement le développement qui a conduit à son prétendu expulsion du Mexique. Au cours de son exposé, il a été réprimandé 5 fois par le président pour diverses raisons, ce qui a conduit à autant de demandes de récusation contre le tribunal. Nous verrons si ce nombre va encore augmenter. Oui, quelles sont vos attentes pour votre audience d'aujourd'hui? Je n'attends plus rien de l'état de droit. D'accord. Il est ainsi tourné en dérision. C'est juste embarrassant. Pendant 1 an et demi, on détient un homme enchaîné comme un criminel dangereux. C'est incroyable. Mais l'état de droit se démantèle lui-même en ce moment. J'espère que cela sera un jour révélé, au plus tard dans les livres d'histoire. Les gens seront mis sur le même pied que les Jacobins et autres ici. Voyez-vous un cas de déloyauté? Non, pas du tout. D'accord. Qu'est-ce qui vous convainc? Qu'est-ce qui me convainc? Eh bien, je ne connais pas personnellement Rainer, mais il m'avait autrefois sorti d'affaire ici, avec le mythe High Breeze. Et là, il m'est apparu comme une personne fondamentalement honnête, qui cherche vraiment la justice, et il est absolument inconcevable qu'il se laisse entraîner à une peine pour une somme si dérisoire pour lui. Absolument incompréhensible, mais c'est l'envie des autres, parce qu'il est si talentueux à mes yeux. Je ne peux rien dire de plus à ce sujet. Oui, merci beaucoup. Monsieur Schmidt, bonjour. Le verdict se rapproche. Quelle est votre évaluation réaliste? Que sera-t-il? La question de savoir si cela est déjà à portée de main reste ouverte. Donc, je vois tout cela ouvert. Voyons voir ce qui va encore se passer avec les plaidoiries. Quels avocats ou avocates viendront aujourd'hui? Donc, la défense est là. Ce sera très intéressant. Qu'est-ce qui m'a amené ici? Oui, je suis curieux de savoir si quelque chose aura lieu aujourd'hui. Et je me réjouis de voir mon ami. Ah oui, pourquoi ami? Ami? Il ne m'aime pas tellement. Je lui ai parlé hier. Qui est ce monsieur déjà? Il est l'un des membres du chat des détracteurs. Ah d'accord. Oui. C'était le monsieur que j'ai flouté. C'est possible, il est bien possible qu'il soit descendu vers la carte. Hier, il m'a de nouveau insulté, et avec des témoins, ce n'était peut-être pas très habile. D'accord. D'accord. Qu'attendez-vous d'autre de l'audience d'aujourd'hui? Idéalement, un acquittement immédiat. J'ai vu la vidéo hier de ce juriste ou avocat. Il a bien expliqué cela. S'il y a un dommage, et que l'argent pour couvrir le dommage est en fait là. Cela n'a jamais existé dans les histoires allemandes, un tel procès. Merci. Avec plaisir. Bonjour l'équipe de défense. Les plaidoiries finales seront-elles prononcées aujourd'hui? Nous verrons jusqu'où nous pouvons aller, je pourrais le dire avant. Simon? Oui, nous allons voir ce que le tribunal a prévu. Nous avons aussi quelques atouts dans notre manche. Nous allons les jouer. Pourquoi? La défense n'était-elle pas présente hier? Je n'étais pas présent hier car je suis là uniquement pour un aspect particulier que je vais aborder à nouveau aujourd'hui. Monsieur, peut-être un bref retour? Oui, c'était assez intense, la plaidoirie de Katja. Je trouve qu'elle a fait un excellent travail et je dois encore digérer un peu. Il y avait beaucoup d'informations. Et quand on entend cela, il est clair que Rainer est innocent et doit être acquitté. Oui, je le dis comme je l'ai déjà dit, mon sentiment est très clairement que le sceau est apposé.
Peu importe ce qui est présenté, peu importe quelle vérité est révélée, même le refus de preuve dit clairement « le sceau est apposé, le jugement est déjà quelque part rendu ». Et c'est incroyable que tout ce qui est si merveilleusement présenté par les avocats et qui est encore une fois clairement expliqué ne joue absolument aucun rôle. Je trouve cela tout simplement effrayant. Katja Vermeer a tenu ici un plaidoyer final vraiment fort, donc aussi très. Je l'ai ressenti très émotionnel. Surtout à la fin, elle l'a exposé si fortement qu'il est évident qu'il faut acquitter ici. Il n'y a pas de préméditation dans du bureau réo ou comme ça s'appelle. Et maintenant, il doit laisser tout cela être dit. Madame Henning, un court retour. Je vois que vous avez été piquée par une abeille. Je suis désolée. C'était une guêpe et je pense qu'elle n'aurait pas dû piquer. Je devrais peut-être encore porter plainte car on m'a dit qu'à cette période, elle ne pique tout simplement pas. Eh bien, nous allons en discuter concernant la procédure ici. Très beau plaidoyer, vraiment bien. Ça m'a plu. Monsieur Simon, maître Simon. Oui, que pensez-vous du plaidoyer de votre collègue? Magnifique, magnifique. Elle a vraiment bien résumé tous les points. Surtout, elle a également abordé la préméditation qui n'est absolument pas présente ici. Donc je ne peux que dire que c'était vraiment très, très bien. Ça m'a beaucoup plu et cela a tout résumé parfaitement. Et je trouve encore une fois important qu'à la fin, quelqu'un rassemble tout ce qui est sur la table en termes de faits qui plaident contre un détournement de fonds. Y a-t-il eu des aspects qui étaient nouveaux pour vous? Eh bien, le nouvel aspect, nous l'avons déjà brièvement annoncé ce matin, c'est cette conversation par chat entre le docteur Justus Hoffmann et le docteur Rainer Fulmich, dans laquelle le docteur Justus Hoffmann dit lui-même qu'il faut d'une manière ou d'une autre transférer l'argent de la GBR à la UG. Cela signifie qu'il savait déjà qu'il n'y avait pas de patrimoine de la UG lorsqu'il a déposé sa plainte pénale. Et c'est incroyable. Nous verrons ce que nous en ferons. Merci beaucoup pour l'instant. Merci. Oui, donc pour moi, ce serait quelqu'un à acquitter. Donc, c'est redevenu une plainte. Il y a eu 2 contrats de prêt. En pratique, le patrimoine est encore là, ou plutôt les dons. Cette prégoug n'existe pas. Katja Vermeer l'a clairement démontré dans son plaidoyer. Il est également très important de noter que les plaignants adhérents n'ont aucun droit sur ce don. J'en ai encore un, mais maintenant, on ne peut pas. Malheureusement, non. On ne peut absolument pas apprécier suffisamment, d'une manière ou d'une autre, ce que vous... Nous avons déjà eu cela. Il y a 1 an, nous étions déjà là. J'avais déjà plaidé pour Rainer, le lapin de Pâques, et encore un. Mais malheureusement, non. On ne peut absolument pas faire ce que tu fais. Je me sens vraiment sur le point de pleurer, je dois l'avouer. Oui, je trouve cela vraiment très grave. Oui, c'est vraiment la catastrophe. Madame Wimmer, si je peux m'immiscer un instant. Vous avez maintenant prononcé le discours de clôture du BDV. Comment ressentez-vous le coup de libération après 50 jours de procès, après 18 mois de défense inlassable? Eh bien, je ne peux pas encore vraiment voir cela comme un coup de libération. On m'a en quelque sorte retiré la parole, pour ainsi dire. Il y a certainement encore beaucoup à dire, je peux toujours le répéter. Et j'ai aussi le besoin de le répéter sans cesse, car j'ai l'impression de parler à un mur et je veux que notre argumentation soit simplement entendue et qu'elle ait un impact. On a toujours l'impression qu'il y a comme un mur. On le ressent vraiment physiquement aussi. On n'arrive pas, on ne perce pas. Et c'est le sentiment que j'ai ici. Bien sûr, je ne veux pas crier ou autre, mais j'essaie de percer d'une manière ou d'une autre pour qu'il y ait peut-être un point de connexion, que quelque chose fasse clic et qu'il y ait une sorte de compréhension ou même donc d'empathie ou donc de perspective depuis notre situation. Tu l'as déjà dit, il se trouve toujours au niveau des avocats du port. Ils doivent se mettre au niveau des donateurs, de l'accusé et du mouvement de clarification. Et je pense que ce cadrage dans leur tête crée aussi cette barrière, car ils pensent toujours à le comparer à une SARL active économiquement. Cela ne tient pas du tout, ça ne correspond absolument pas. Le travail a été principalement réalisé par l'accusé, également par Viviane Fischer, mais de manière très significative par l'accusé. Et c'était la raison des dons. Sans le travail de clarification de l'accusé, il n'y aurait pas eu de dons.
il y aurait peut-être eu 100 000 euros et ensuite tout se serait éteint après 6 mois, mais pas 3,6 millions. Et lui aussi a seulement pensé qu'il fallait mettre l'argent en sécurité. C'était très audacieux, c'était très courageux et c'était très peu conventionnel. Mais il avait définitivement l'intention, dès le début, de mettre l'argent en sécurité et de rembourser l'argent ou de le consacrer au travail de clarification. Il n'a certainement pas créé un comité Corona en pensant « Oh, maintenant nous allons recevoir beaucoup de dons, je vais faire semblant de clarifier les choses ici. » En réalité, je trouve aussi les mesures Corona totalement géniales et je suis vaccinée 5 fois. Mais je raconte n'importe quoi aux gens ici. Et quand nous aurons les 3 millions, hop, je m'enfuis au Mexique. Alors, qui croit vraiment cela? Je ne sais pas. Qui croit encore au Père Noël? Passons au début du procès. Vous avez dès le début, comme vous l'avez dit plus tôt, essayé de percer ce mur. En tout cas, vous vous êtes créé de l'espace de manière très énergique et vous avez transmis de manière très insistante à la Chambre que vous ne souhaitez pas de plainte pénale ou de procédure pénale en raison de vos déclarations en tant qu'avocate. Qu'avez-vous voulu dire exactement par là? C'est là où nous en sommes ici. Je ne sais pas si cela se vérifiera. J'espère que non. Mais manifestement, nous en sommes là et nous savons qu'il y a déjà des plaintes pénales contre nous en tant qu'avocats. Que le procureur, qui est actif dans la procédure contre Rainer Füllmich, nous poursuit également pénalement, moi entre autres, à cause de ces déclarations de Rainer Füllmich, les déclarations publiques qu'il a faites, toujours depuis la prison, qui étaient coordonnées avec le tribunal et que la prison ainsi que le parquet connaissaient. Le président leur en a informé, tout est consigné dans le dossier. Et je suis ensuite, environ 3/4 d'année plus tard, poursuivie par le procureur qui agit également contre Rainer Füllmich ici, ce que je trouve très très étrange et inhabituel que le même procureur nous poursuive. Et il devrait aussi y avoir des actions contre d'autres avocats pour le droit d'expression ou contre des mandataires, des observateurs de procès ici, éventuellement sur le plan pénal. On ne sait pas jusqu'où cela va. Il est possible que les affaires soient classées. Mais entre autres, les représentants du parquet qui sont ici avec nous dans la salle devraient également poursuivre ces affaires. Et je trouve cela aussi très inhabituel. Je n'ai jamais vécu cela auparavant. Et en plus, il a été rapporté dans ce chat de haine que l'on voudrait lancer un massacre de plaintes contre nous et que des plaintes pénales ont été déposées ou sont en cours contre moi parce que j'ai lu, dans le cadre de mon plaidoyer, une déclaration du collègue Misery ou une requête et un document annexe, un procès verbal d'une témoin qui a observé quelque chose sur Internet, où personne n'est nommé, du moins pas la plaignante, et où il est dit dans ce chat de haine, d'après ce qui m'a été rapporté, je ne regarde pas moi-même, mais on m'a rapporté qu'on veut maintenant déposer des plaintes pénales contre moi à cause de cela. Donc, pour des choses que j'exprime dans le cadre de mon plaidoyer ici, dans un espace protégé, en tant qu'avocate dans une salle d'audience. Et là, je peux exprimer pas mal de choses tant que je ne manque pas de respect aux parties au procès et que je ne parle pas d'elles en termes vulgaires. Cela dépasserait bien sûr le cadre d'une procédure modérée devant le tribunal. Mais sinon, je peux d'abord supposer toutes sortes de faits et aussi m'exprimer pour la défense de mon client. Donc, en ce sens, comme je l'ai montré, cet avertissement juridique ou cette disposition procédurale pour une procédure pénale ou même pour une procédure judiciaire est totalement inhabituelle. Car je ne peux pas accuser la défense de reprocher au tribunal ou à la Chambre une privation de liberté qualifiée simplement parce que nous pensons que notre client est innocent et devrait être libéré immédiatement lors des demandes de révision de la détention. C'est ainsi prévu par la loi que je peux déposer une demande de révision de la détention et que, bien sûr, pas dans tous les cas, bien sûr, en tant qu'avocate pénaliste, je peux aussi avoir des clients qui sont effectivement coupables de l'acte, mais où j'essaie d'obtenir un jugement clément, où je sais qu'il a commis le meurtre, mais peut-être que je peux éliminer les motifs bas ou obtenir 3 ans de peine. Peu importe. Mais dans ce cas, si je pars du principe en tant que défense et que je peux également le présenter de manière argumentée, que je pense que le client est innocent, alors je peux toujours déposer une demande de révision de la détention et dire « c'est illégal si vous le maintenez en détention ». Et si je soutiens cela, ou que je soutiens également que toute cette action avec l'enlèvement, oui, enlèvement entre guillemets à mon avis, mais nous le considérons comme un enlèvement. Nous l'avons également justifié ainsi. Nous
Nous avons même trouvé un document de la Stasi à ce sujet où il qualifiait ce genre de transfert de personnes sous de faux prétextes comme un enlèvement dans leur manuel de terminologie de la Stasi. Ironiquement, bien qu'ils l'aient eux-mêmes fait, on peut maintenant lire tout cela sur Internet car ce régime est désormais critiqué. Mais si quelque chose de similaire se produit ici, ce qui peut être comparé à cet égard, car on lui a fait croire que la signature sur le passeport manquait. Donc si on l'attire quelque part par des ruses et qu'on l'exfiltre ensuite du Mexique sans passer par la procédure formelle d'extradition, nous pouvons également le qualifier ainsi et le nommer. Et cela a simplement été ignoré par le tribunal jusqu'à présent. J'aurais peut-être dû encore une fois souligner que cela devrait avoir un effet atténuant sur la peine, mais je ne l'ai pas fait exprès parce que nous demandons l'acquittement. Et si je commence maintenant à parler de ce qui, si cela est pertinent pour la détermination de la peine ou a un effet atténuant, alors je supposerai à nouveau qu'il mérite une punition. C'est exactement pour ça que j'ai ça. Délibérément omis de le mentionner à nouveau dans ce contexte. Vous avez également lu une capture d'écran concernant l'accusation de déloyauté. Il en ressortirait que la plainte en adhésion aurait été abusive. Pouvez-vous le répéter à nouveau? D'où cela vient-il soudainement? C'était aussi une nouveauté. Le contenu. Oui, exactement. Cette capture d'écran provient des appareils du prévenu que je garde en sécurité depuis qu'ils ont été libérés par le parquet après évaluation. La plupart des choses ont été supprimées, du moins celles qui seraient d'une quelconque pertinence pour nous, dans le cadre de la procédure pénale. Mais nous avons quand même trouvé, comme je l'ai dit, un post sur un canal de médias sociaux. Je ne sais plus où c'était. Ici aussi, de la part des plaignants, oui, selon ce post, il semble que le plaignant, Justus Hoffmann, pensait également qu'il s'agissait d'une société de personnes, GBR, jusqu'à ce que la société à responsabilité limitée, UG, soit réellement fondée et enregistrée. Et, la plainte a été déposée dans le contexte où l'on dit que le 4GOG et eux, en tant qu'associés d'une UG, ont subi un préjudice. Et le 4GOG était également ici partie civile. Donc si l'on dit maintenant que même les plaignants partaient du principe qu'il ne s'agissait que d'une GBR, alors le 4GOG ne pouvait pas être partie civile ici. Je veux dire, cela n'a plus d'importance maintenant, la procédure civile, car l'accusé, comme je l'ai dit, est en faillite. Mais c'est purement formel, cette raison. Ils continuent à poursuivre. Ils ont maintenant enregistré leur réclamation pour inscription dans le tableau des créances de la faillite, car ils disent qu'il s'agit d'une réclamation pour acte illicite. Cela ne se prescrit donc pas et n'est pas non plus affecté par le rang ou par la faillite personnelle. Donc ils essaient de continuer à l'imposer. Le smartphone de l'accusé a-t-il été admis comme preuve ? Le ministère public a lui-même analysé ces protocoles de chat et ces 2 emails auxquels le tribunal et le ministère public se réfèrent essentiellement. Pour justifier l'accusation, ils ont été retirés ultérieurement des appareils de l'accusé. Donc, lors d'une évaluation, il n'est pas nécessaire d'une autre admission. Ils s'en rendent compte lorsque des appareils sont présents dans de tels cas, seulement plus tard, après que l'accusé ait déjà été en détention pendant 1 mois. Car il avait en fait demandé à la prison que les appareils soient remis à ses 2 avocates. Et dans le cadre de cette demande, le ministère public a alors remarqué « Oups, il semble qu'il y ait encore des appareils. Alors analysons-les ». Et c'est là qu'ils ont trouvé ces discussions sur lesquelles ils se sont ensuite concentrés à partir de ce moment-là, quelque part au début de l'année. Je crois que cette note du ministère public date du 9 et 10 avril 24, à laquelle ils se réfèrent ensuite sur le fond en disant que c'est maintenant une fiducie cachée, ce n'est plus un contrat de prêt, car nous avons ces emails que j'ai plus ou moins cités précédemment. D'accord, je vous accorde d'abord une pause déjeuner, puis nous reprendrons l'interview. Merci beaucoup. Maître Simond, la pause est de maintenant terminée. Qu'est-ce qui est prévu maintenant? Votre client va-t-il prononcer le dernier mot maintenant? Oui, mon client va certainement prononcer le dernier mot aujourd'hui, mais pas seulement aujourd'hui, il aura besoin d'un peu plus de temps pour cela. Mais nous avons encore un message très personnel de la part de monsieur Dr Justus Hoffmann pour le tribunal. Je vais l'ajouter aujourd'hui comme la cerise sur le gâteau, et puis je suis curieux de voir si j'aurai la possibilité de plaider à nouveau. Donc, ce que vous souhaitez présenter maintenant est pertinent en droit des sociétés. Pensez-vous que la Chambre va accepter cela? C'est pertinent sur le plan procédural, et ce au plus haut degré. Et la Chambre va s'y engager, car je vais demander au président de me concéder encore 5 minutes. Et je suis tout à fait sûr qu'il me les accordera. D'accord, bien, alors bonne chance. Oui, c'était très
Oui, comment devrais-je dire cela? Une journée très intense aujourd'hui. Je suis très impressionné par la force avec laquelle Rainer Füll se présente encore ici et ne se laisse pas déstabiliser par le président et ne se laisse absolument pas restreindre. Il dit sans cesse qu'il veut seulement le restreindre, mais il ne se laisse pas faire. Donc il est toujours inébranlable. Je l'admire énormément après 1 an et demi de détention injustifiée dans des conditions difficiles. On ne peut même pas l'imaginer. Et c'est tellement évident, même après la journée d'audience d'aujourd'hui, après tout ce qui a été dit aujourd'hui, tant par Katja Wurmer que par Edgar Simon, et aussi par Rainer Füllmich lui-même, qu'il ne peut y avoir d'autre issue qu'un acquittement. Donc cela n'aurait jamais dû être une procédure dès le début. C'est tellement évident. Et c'est aussi tellement évident que le juge est fermement convaincu de ne prononcer rien d'autre qu'une condamnation ici. Mais on voit qu'il n'est pas très à l'aise avec cela. Donc on peut encore percevoir un peu d'émotion humaine. Il semblait par moments aussi déconcerté aujourd'hui lorsqu'il ne se souvenait soudainement plus de la date et qu'il s'est retiré. 1 minute avec ses collègues dans l'arrière-salle pour des détails insignifiants, puis a ensuite donné une date erronée. Donc il était nettement plus incertain que d'habitude. Je pense qu'il est vraiment sous pression. Simon a ajouté quelque chose à son plaidoyer. C'est tellement limpide et c'est tellement incroyable qu'ils ne disent pas « Désolé, monsieur Füllmich, vous devez partir immédiatement ». Aujourd'hui, Rainer a encore une fois souligné pour moi que tout cela est devenu, pour ainsi dire, une procédure pénale avec préméditation et non une simple procédure civile. Et cela offre un avantage procédural énorme pour ceux qui sont derrière toutes ces procédures. Il n'y a en effet pas de compte-rendu de procès verbal dans cette procédure pénale. En principe, je crois qu'il n'y en a pas en Allemagne, mais il y en a dans les procédures civiles. Et cela permet de simuler beaucoup de choses ou de diriger et orienter un procès dans une direction souhaitée. Comment évaluez-vous l'interruption du président? Pensez-vous que c'est approprié ou plutôt non? Eh bien, du fait qu'au tout début du dossier, il est écrit « Coronavirus », il est clair qu'il s'agit également d'une procédure politique. Et chaque fois que la procédure entre en contact avec des faits ou d'autres éléments liés au corona. Rainer doit bien sûr y répondre pour moi. Et là, à ce moment-là, le juge interrompt sa pédagogie et le déstabilise. Merci beaucoup. Maître Wurmer, revenons à votre plaidoirie. Vous avez retracé le déroulement historique de la procédure et avez à plusieurs reprises fait référence à des coïncidences étranges ou à des flux d'informations inhabituels. Que vouliez-vous dire exactement par là? Qu'est-ce qui était si étrange à ce sujet? Oui, donc mes collègues et moi, nous sommes assez d'accord pour dire que dans cette procédure pénale, le déroulement est et a été très inhabituel. J'ai également dit au début de ma plaidoirie qu'on aurait aimé que je fasse une véritable plaidoirie, j'aurais aimé avoir une véritable procédure pénale. Cela a commencé, en fin de compte, le client n'a jamais eu droit à une audience légale, et ce, non seulement peu avant l'émission du mandat d'arrêt, mais aussi directement après le dépôt de la plainte pénale. Il n'y a pas eu d'enquête, pas d'audition de témoins, et ce n'est qu'après des pressions répétées et véhémentes du témoin Weissenborn qu'il a été entendu peu avant l'arrestation, mais seulement par Rainer Füllmich et le ancienne comptable peu après l'arrestation. Donc, on avait 1 an et demi avant cela où on aurait pu lui accorder une audience légale. Et cela n'a rien à voir avec le mandat d'arrêt, car je ne reçois pas une plainte pénale ou n'ouvre pas d'enquête pour être immédiatement sûr « Oh, je dois l'arrêter maintenant ». Il était encore en Allemagne en septembre 2022 lorsque la plainte pénale a été déposée. Donc ce n'est ni une raison ni une excuse. Le tribunal l'a présenté ainsi. Puis, lors de la première audience de révision de la détention, le juge du tribunal de district, lors de l'octroi du droit d'être entendu, a dit au client « Cela ne m'intéresse pas ce que vous avez à dire.
Vous considérez de toute façon les juges comme des marionnettes et cela a continué ainsi. Nous avons ensuite eu l'audience de révision de la détention devant la Chambre qui devait finalement se dérouler par écrit. Ce n'est qu'après une demande insistante de ma part qu'une date pour une audience orale a été fixée. Mais même là, on n'avait pas vraiment l'impression que nos arguments étaient réellement pris en compte ou que cela intéressait quelqu'un, je dois malheureusement le dire. Et oui, il y a eu ensuite des bizarreries pendant l'audience principale. Par exemple, début mai de l'année dernière, il y a eu un avis juridique du tribunal. Peu de temps avant, il y avait un podcast d'1 heure sur le procès sur Internet qui ne provenait certainement pas de nous, où il était mentionné que le tribunal allait probablement bientôt donner un avis juridique. Cela pourrait être une coïncidence que cet avis ait effectivement été donné peu de temps après, mais oui, il est également possible que des informations aient fuité de la prison. Nous ne pouvons pas le prouver, mais il y avait quelques bizarreries que j'ai soulignées, que je ne vais pas nécessairement répéter en public. Vous avez également parlé d'un échange d'emails avec le parquet qui pourrait indiquer une coordination étroite. Pouvez-vous en dire quelque chose ? Alors, fondamentalement, nous savons que les deux plaignants, donc 2 des plaignants, qui étaient également les demandeurs dans la procédure d'adhésion ici, l'ancienne procédure d'adhésion, Antonia Fischer et Justus Hoffmann, qu'il y avait une coordination très étroite par email avec le procureur en charge de l'enquête. Mais Viviane Fischer a également commencé, à un moment donné, à envoyer beaucoup d'informations au parquet. Et il y a eu un jour, j'ai recherché cela hier, où elle a envoyé, je crois, même 5 emails au procureur. Et oui, cela n'a pas été non plus dans... Alors d'abord, je trouve cela inhabituel d'écrire des emails au parquet et au tribunal. Je ne fais pas cela en général. Normalement, en tant qu'avocat, on est beaucoup plus formel et on utilise la boîte aux lettres électronique spéciale pour avocats, ou bien la poste ou le télécopieur. Par email, c'est déjà très personnel et en règle générale, on n'a même pas les adresses email personnelles des procureurs ou des juges enquêteurs, sauf si l'on est soi-même impliqué dans la procédure. Et j'écris toujours monsieur ou madame très respectueusement. Et ici, l'adresse a été faite avec cher monsieur John. Et je trouve cela déjà particulier, disons-le ainsi. Dire cher monsieur John à un procureur, c'est déjà un niveau de familiarité que je ne considère plus comme acceptable, même en tant que plaignant. Alors là, je le dis franchement, cela soulève des questions sur la raison pour laquelle une telle adresse confidentielle est utilisée. Je dois déjà connaître quelqu'un un peu plus longtemps et de manière plus intensive pour passer de monsieur le procureur à cher monsieur John. Je trouve cela déjà remarquable. Elle n'était pas la plaignante pour que nous ne recevions pas de reproches à ce sujet. Je dois revenir sur cela. Elle n'est pas la plaignante, mais comme je l'ai dit, le simple fait qu'elle communique avec lui en disant « cher monsieur John » est extrêmement étrange. Monsieur Rechtsommer Zimund, vous avez pu faire un plaidoyer complémentaire en raison d'un nouvel aspect que Madame Vermeer a également abordé aujourd'hui dans son plaidoyer ? Pourquoi cela vous tenait-il tant à cœur ? Eh bien, que puis-je dire ? Katja Vermeer a heureusement trouvé quelque chose dont nous avions absolument besoin, qui soutient complètement toutes mes explications que j'ai faites jusqu'à présent. Elle a en effet déterré un chat, il faut le dire ainsi, car ce sont bien sûr une quantité de données qu'il faut analyser. Et il y a un historique de chat entre le docteur Rainer Füllmich et Justus Hoffmann, du 28/08/2021. Donc en plein milieu de l'événement, il est écrit ce qui suit. Le docteur à Rainer Füllmich écrit « Oui, c'est ainsi que cela doit être, mais j'espère aussi que la fondation elle-même sera enfin reconnue. » Donc, il s'agissait du fait que la fondation n'était pas reconnue d'utilité publique, et c'est ce qu'il a écrit. Alors, Justus Hoffmann écrit ensuite « Le problème est plutôt de savoir comment transférer l'argent de l'actuelle société en nom collectif du comité à l'AUG. » Transférer l'argent de l'actuelle société en nom collectif du comité à l'AUG, cela signifie que l'AUG n'avait pas de patrimoine. Cela ne cause donc aucun dommage en conséquence, ou comment ? Nous devons continuer à lire sans que nous ayons plus tard des problèmes avec l'utilité publique. Donc il sait aussi que l'utilité publique n'est pas là.
Oui, donc ni dans sa société en nom collectif, dont il pense qu'elle est celle qui détient l'argent, nous savons que ce n'est pas le cas. C'est seulement la société en nom collectif entre Rainer Fulmich et Vivian Fischer, pas celle des 4 personnes. Et il écrit donc qu'il pourrait avoir des problèmes avec l'utilité publique. Et puis il continue à écrire, et ici la diction est très significative, il écrit « Avec la jurisprudence récente de la Cour fédérale des finances, de mon point de vue, il ne reste que le chemin, et maintenant ça vient, d'apporter l'argent actuel, par augmentation de capital. Avec l'achat de coquilles, nous aurons plutôt des problèmes. Donc, mis à part les aspects techniques mentionnés ici, il parle d'argent. C'est un terme absolument péjoratif. Oui, mais c'est un terme péjoratif envers ceux qui ont peut-être essayé de soutenir mon éclaircissement avec leur dernier euro. Cela signifie également qu'il soutient ce que nous connaissons déjà d'autres discussions avec lui, notamment avec Vivian Fischer, à savoir que ce que pense la résistance lui est complètement indifférent et qu'il a des préoccupations bien plus importantes. Oui. Donc, on voit ici simplement que cet homme est absolument irrespectueux envers ceux qui donnent de l'argent pour soutenir l'éclaircissement. Et nous savons aussi que l'éclaircissement n'était pas l'objectif de la société. Bien, maintenant, on pourrait. Bien sûr, par contre, l'éclaircissement était l'objectif du comité Corona. Oui, mais ce n'est pas la société. La société devait devenir la GUG et nous avons la merveilleuse décision de la Cour d'appel de Braunschweig où il est écrit que l'objectif de la société est de promouvoir, à savoir l'art, la science et la culture. Et c'était tout. Mais l'éclaircissement n'était-il pas l'objectif envisagé de l'UG? Je veux dire, on pourrait aussi dire qu'on a besoin de l'argent pour l'objectif de la société. Oui, mais l'objectif de la société n'est pas comme nous le savons maintenant. L'éclaircissement de l'objectif de la société de l'UG, bien entendu. L'objectif de la société de la GBR d'origine entre Vivian Fischer et Rainer Fulmich a toujours eu un seul but, à savoir l'éclaircissement, et ils l'ont mené de bout en bout. Ensuite, il y a eu la GBR à 4 personnes, où Antonia Fischer et le docteur Justus Hoffmann ont rejoint, et leur objectif était la création d'une GmbH, c'est-à-dire une UG, une société entrepreneuriale, une petite forme de GmbH, et de développer ensuite une fondation à partir de cela. Donc cela signifie que le but de cette société de l'UG n'a jamais été de faire de la sensibilisation, mais le domaine strictement limité était créer d'abord une UG, et ils n'ont pas réussi car l'enregistrement n'a pas eu lieu. Et c'est pourquoi il n'y a pas de patrimoine dans l'UG. C'est très simple, et Justus Hoffmann l'a compris très tôt. Et un point important est aussi ce que j'ai également souligné, après que tu l'aies déjà mentionné, que les spectateurs ne savaient absolument rien des implications juridiques en arrière-plan, car ce qui était toujours affiché, c'était uniquement un compte de dons, c'était toujours un compte séquestre d'avocats, car l'UG, faute d'enregistrement, n'a jamais eu son propre compte, ce CatGug. Ils n'ont donc vu qu'un compte de dons, ils n'ont lu que Corona Ausschuss. Les statuts n'étaient pas publiés sur le site et rien n'était publié concernant l'existence d'une CatGug ou même d'une société. Ils ont donc simplement fait un don au comité Corona, au travail éducatif de l'AC. Et c'est exactement ce qui est écrit dans l'objet des reçus de dons. C'est exact. Et une chose est peut-être encore très importante. Je crois que l'un des comptes n'était même pas un compte séquestre d'avocats, n'est-ce pas? N'était-ce pas le cas? C'est possible. Donc oui, de Rainer Fulmich et Tobias Weissenborn, ce sont définitivement des comptes d'avocats et aussi des comptes séquestres. Il se peut qu'ensuite, en raison des fermetures de comptes constantes, même pour Rainer Fulmich, il y ait eu simplement un compte professionnel. Il faudrait vérifier cela. C'est alors dû à l'urgence de la situation. Car quand on n'a plus de compte, il faut trouver une autre solution. Exactement, c'est ça. Il y avait 5 comptes qui ont été ouverts successivement. Quelle serait alors la conclusion de cette capture d'écran? Qu'aucun préjudice financier n'a été causé à la GOG? Ou que voulez-vous dire par là? Oui, c'est exactement ça. Car là où il n'y a pas de patrimoine, aucun dommage patrimonial ne peut être causé. Oui, c'est tout à fait logique. Je veux dire, cela rend toute l'accusation... Non, il faut commencer autrement. La plainte, l'accusation, le procès, l'ouverture du procès et le procès principal qui a été mené, et surtout l'arrestation et l'emprisonnement de notre client sont complètement illégaux, car la plainte a été déposée sur la base d'une fausse représentation des faits. Oui, donc avec une autre inexactitude. Les plaintes avaient également à l'époque cette décision d'ouverture, où il y avait une autorisation de représentation individuelle et une exemption de l'interdiction de l'autocontrat. Ils avaient soigneusement oublié cela lors du dépôt de la plainte. Et puis,
Nous devons dire que cette décision de classement de la procureure générale, où le tribunal a écrit ici dans son ordonnance de procédure, ce serait trompeur de la part de la défense de toujours s'y référer. Mais ce n'est pas trompeur, car la procureure générale Reinecke, je crois que nous avons déjà mentionné ce nom plusieurs fois, a bien compris que les implications juridiques sociétales n'étaient pas du tout claires pour les spectateurs et aussi pour les donateurs. Les donateurs ont fait des dons et s'il y avait eu une fraude, cela n'aurait pu être qu'au détriment des donateurs, car ils ont donné directement pour le travail d'information et pour le CA, pour les 2 avocats qui étaient là et qui ont informé. Que ce soit une société. Et surtout qui faisait partie de cette société, comme je l'ai encore dit hier, que cela était complètement flou, il aurait aussi pu être possible que Wolfgang Wolak soit un associé ou Martin Schwab. Ils sont tous 2 apparus plus souvent, de manière régulière, ou encore 20 personnes en arrière-plan, des commanditaires quelconques. Ou Monsieur Zibes? Oui, exactement. C'était donc complètement flou, et c'est pourquoi il est impossible que des gens fassent des dons, pour quelque chose qu'ils ne connaissent pas du tout. Exactement. Ils ne voient que ce qu'ils voient, et ce sont les 2 associés, Viviane Fischer et Rainer Fulmich. Et Martin Schwab n'appartient certainement pas à ce cercle d'associés. Non, mais cela n'était pas clair. Oui. Là, vous auriez pu... On peut toujours dire après coup qu'il y a peut-être une société de plus de 20 personnes derrière, que personne ne connaît, et qui a des objectifs et des intentions quelconques. Donc, au moins, il aurait fallu mettre les statuts en ligne ou les afficher d'une manière ou d'une autre pour que les donateurs aient une idée. Que peut encore attendre le public des prochains jours de procès? Il en reste encore 6, je crois. Oui, donc ces jours d'audience sont toujours préventivement programmés par le président et Rainer Fulmich en est maintenant à sa plaidoirie finale. Il voudra également développer certains points. Nous avons 3 jours la semaine prochaine et ensuite 2 jours prévus la semaine suivante. À un moment donné, nous arriverons bien sûr à la fin, je pense. Il est possible que nous déposions encore des demandes de preuves, je ne sais pas encore exactement, mais à un moment donné, il y aura bien sûr un verdict. Nous ne pouvons pas prévoir concrètement combien de temps cela prendra encore. Bien, merci beaucoup pour l'interview. Alors, à la prochaine fois. Avec plaisir. Je vous en prie, avec grand plaisir. Oui, vous avez le prochain regard en avant. Vraiment, c'était bien. On le voit. Toujours, encore une fois. Oui, c'était bien. Si court et si beau. Oui. C'est un peu amusant. 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 C'est un peu amusant.